Le vent d'automne se déplaçait dans le manoir d'Ashworth comme une créature vivante, soupirant dans les anciens couloirs et faisant cliqueter les vitres qui avaient été témoins de 3 siècles de naissance et de mort, de pouvoirs consolidés et de secrets gardés. La lueur des bougies vacillait dans les appliques le long de l'aile est, projetant des ombres qui dansaient sur les portraits d'ancêtres aux visages sévères, dont les yeux semblaient suivre la silhouette solitaire se déplaçant avec un silence exercé dans les couloirs qui s'assombrissaient. Eleanor Gray portait ses devoirs comme une armure, chaque mouvement précis et mesuré alors qu'elle s'occupait des dernières tâches de la soirée. Remettre en place les coussins du salon que personne n'avait dérangés, s'assurer que des bougies neuves étaient prêtes dans les bougeoirs du manoir. Ses mains se mouvant avec la grâce inconsciente de 3 années de répétition. Elle avait 23 ans, bien qu'elle se sentît vieille de plusieurs siècles, sa jeunesse usée par une invisibilité soignée et la vigilance constante requise de qu'eux qui servent dans les grandes maisons. Les autres domestiques avaient depuis longtemps cessé de la voir vraiment, ce qui était précisément l'intention d'Eleanor. Elle se déplaçait dans le manoir d'Ashworth comme un fantôme, présente mais inaperçue, essentielle mais ne laissant aucune marque. À travers les hautes fenêtres de la galerie des portraits, elle pouvait voir la dernière lumière s'éteindre dans le ciel, transformant les jardins manucurés en une étude de gris et de noir, et quelque part dans les profondeurs du manoir, elle pouvait entendre le rythme régulier des talons de bottes contre le marbre, le duc faisant sa ronde du soir. Sebastian Ashworth, 5e duc d'Ashworth, un homme dont le simple nom faisait baisser la voix des domestiques et hâter leurs pas. Eleanor avait entendu tous les chuchotements au cours des 3 années écoulées depuis son arrivée. Sa cruauté en affaires, son rejet froid des chasseurs de fortune, sa réputation de percer les faux semblants d'un regard qui pouvait dépouiller les mensonges, comme le vent d'hiver arrache les feuilles des branches. Elle l'avait observé de loin, avec précaution. La carrure de ses larges épaules, lorsqu'il se tenait aux fenêtres de la bibliothèque, contemplant ses terres, le resserrement à peine perceptible de sa mâchoire, lorsque sa mère, la duchesse douairière, le pressait de se marier. La douceur surprenante de ses mains lorsqu'il manipulait les livres anciens de sa collection. Eleanor se disait que ces observations n'étaient que la conscience nécessaire d'une servante des humeurs et des mouvements de son maître, rien de plus que la connaissance pratique requise pour anticiper les besoins et éviter les rencontres inopportunes. Pourtant, parfois, dans l'obscurité silencieuse de sa chambre mansardée, elle se surprenait à se souvenir du son de sa voix lorsqu'il parlait au régisseur du domaine, de la manière particulière dont la lumière de l'après-midi se prenait dans ses cheveux sombres, des rares moments où quelque chose qui ressemblait presque à un sourire adoucissait les lignes sévères de son visage. Elle se surprenait à avoir ses pensées et les repoussait avec la fermeté de la nécessité, se rappelant que les servantes qui oubliaient leur place se retrouvaient sans emploi, sans référence, sans avenir. Pourtant, alors qu'elle achevait sa ronde et se préparait à se retirer dans les quartiers des domestiques pour la nuit, Eleanor s'arrêta en haut du grand escalier, attirée par une impulsion qu'elle ne pouvait nommer à regarder en bas, dans le grand hall d'entrée où le duc se tenait, parlant avec son intendant, son visage sculpté par les ombres et la lueur des bougies, beau et terrible, et totalement hors de sa portée. Elle le regarda pendant 3 battements de cœur avant de se détourner, pressant brièvement une main contre sa poitrine où quelque chose souffrait d'un désir qu'elle refusait de reconnaître, puis disparut dans la pénombre des couloirs des domestiques, là où était sa place. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. 3 ans plus tôt, Eleanor Gray était arrivée au manoir d'Ashworth un matin où un brouillard s'accrochait au sol, tel un désespoir rendu visible, ne transportant rien d'autre qu'un petit sac en tissu et une lettre de recommandation
ornée d'un sceau, qu'elle priait pour que personne n'examine de trop près. Elle avait parcouru le dernier kilomètre depuis le village à pied, ses bottes usées et trempées par l'herbe humide, son estomac creusé par une faim qu'elle avait depuis longtemps apprise à ignorer, et lorsque la grande demeure avait finalement émergé de la brume devant elle, toute de pierre, de fenêtres à meneaux et de siècles de pouvoir accumulés, elle avait senti quelque chose de proche de la terreur s'installer dans sa poitrine, aux côtés de l'espoir désespéré qui l'avait conduite jusqu'à ce coin reculé de l'Angleterre. Madame Dalton, la gouvernante, l'avait étudiée de ses yeux perspicaces qui ne manquaient rien, remarquant la cape élimée d'Éléanore, sa silhouette trop mince, la politesse désespérée de sa révérence, et l'expression de la femme plus âgée s'était adoucie d'une manière qu'Éléanore apprit plus tard être rare. L'entretien avait été bref, Madame Dalton posant des questions auxquelles Éléanore répondait avec des vérités soigneusement construites qui n'étaient pas tout à fait des mensonges. Et lorsque la gouvernante avait finalement hoché la tête et dit qu'il y avait un poste disponible pour une femme de chambre prête à travailler dur et à rester discrète, Éléanore avait presque pleuré de soulagement. C'est au cours de ces premières heures déroutantes, alors que Madame Dalton lui montrait les couloirs des domestiques et lui expliquait les routines du manoir, qu'Éléanore aperçut pour la première fois le duc. Il traversait le hall d'entrée en contrebas, alors qu'elle regardait depuis la galerie, et même à cette distance, Éléanore avait ressenti la force de sa présence comme quelque chose de physique. Il se déplaçait avec l'autorité inconsciente de ceux qui sont nés pour commander, sa haute silhouette vêtue d'un noir sévère, qui, d'une certaine manière, mettait en valeur plutôt qu'il n'atténuait sa beauté austère. Et lorsqu'il s'arrêta pour parler à son intendant, Éléanore vit le profil qui allait hanter ses rêves, une mâchoire forte, un nez aristocratique, des cheveux sombres rejetés en arrière d'un front large, et des yeux qui, même de loin, semblaient ne percevoir trop de choses. Madame Dalton avait remarqué son immobilité et avait dit doucement « C'est son Altesse, le duc. Vous aurez peu d'occasion de le rencontrer directement, mais lorsque cela arrivera, gardez les yeux baissés et parlez peu. C'est un maître juste, mais il ne tolère ni l'impertinence ni la familiarité. » Éléanore avait hoché la tête, comprenant à cet instant qu'elle avait fui une forme de danger pour se retrouver à proximité d'une autre, bien que ce danger portât un visage différent et suscitât des sentiments qu'elle n'avait aucun droit d'éprouver. Dans les semaines qui suivirent, elle apprit la hiérarchie rigide de la maisonnée, le majordome et la gouvernante à son sommet, les femmes de chambre et les valets occupant des positions intermédiaires élevées, et elle-même tout en bas, parmi les femmes de chambre et les soubrettes de cuisine, celles dont le travail maintenait la grandeur que d'autres habitaient. Ces journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après la tombée de la nuit, un cycle sans fin de nettoyage, de polissage et de transport, s'occupant de pièces qu'elle n'occuperait jamais et entretenant des conforts dont elle ne jouirait jamais. Elle fut chargée de nettoyer la bibliothèque, une vaste pièce tapissée de livres aux reliures de cuir, où elle travaillait tôt le matin, avant que le duc ne commence sa journée. Se déplaçant silencieusement parmi les volumes, tandis que des grains de poussière dansaient dans la lumière oblique du soleil, et qu'elle respirait l'odeur du vieux papier, du cuir et la légère senteur de tabac qui s'accrochait à tout ce que le duc touchait. Elle s'occupait des chambres d'amis qui restaient vides la plupart de l'année, leurs meubles drapés de housses en toile de Hollande, comme les fantômes d'une grandeur passée, et elle polissait l'argenterie dans l'office du majordome, jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal, et que son reflet la regarde depuis les surfaces brillantes, montrant une jeune femme dont les yeux avaient appris à ne rien révéler. Ses propres quartiers étaient une petite chambre dans le grenier, à peine assez grande pour le lit étroit et le coffre en bois qui constituait son univers entier, le plafond si bas qu'elle ne pouvait se tenir complètement droite près des murs, mais c'était à elle, et c'était sûr,
et durant ces premiers mois, c'était tout ce qui comptait. La nuit, allongée sur le fin matelas et écoutant les bruits de la grande demeure qui s'installait autour d'elle, le carillon lointain des horloges, le vent contre les anciennes poutres, la respiration douce des autres servantes dans les chambres voisines. Eleanor entendait parfois des pas dans le couloir, un étage plus bas, la démarche mesurée du duc faisant sa ronde nocturne, et elle se demandait quel fardeau le tenait éveillé, quelle pensée occupait un esprit qui commandait une telle richesse et un tel pouvoir, quelle solitude pouvait exister dans des pièces remplies de choses inestimables mais vides de véritable compagnie. Et en se posant ces questions, elle sentait une dangereuse sympathie prendre racine dans son cœur, une tendre sollicitude pour un homme auquel elle n'avait aucunement le droit de penser. Le bureau privé du duc existait comme un monde en soi, un sanctuaire de boiseries sombres et de volumes reliés en cuir, où l'odeur du tabac se mêlait à la cire d'abeille et à la légère senteur de moisi du parchemin ancien. Et c'est là qu'Eleanor effectuait une partie de son travail le plus méticuleux, se déplaçant chaque matin dans la pièce, avec la révérence que l'on pourrait montrer dans une cathédrale. Des cartes couvraient un mur, des représentations détaillées des possessions du domaine, de propriétés lointaines en Écosse et au pays de Galles, de routes maritimes qui reliaient les intérêts commerciaux du duc à travers les continents, et Eleanor époussetait les cadres avec une douce précision, ne s'arrêtant jamais pour les examiner de près, bien que ses yeux ne pussent s'empêcher d'enregistrer l'étendue du pouvoir qu'ils représentaient. Le bureau massif qui dominait le centre de la pièce portait les traces d'un travail nocturne. De la correspondance en plusieurs langues empilée en piles nettes, des livres de comptes ouverts sur des pages remplies de chiffres de la main hardie du duc, une carafe de brandy qui diminuait lentement à mesure que les nuits s'allongeaient et se refroidissaient. Eleanor ne touchait jamais les papiers eux-mêmes, respectant l'intimité d'affaires qui ne la concernait pas. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'observer de manière périphérique les seaux de cire portant des armoiries nobles, l'urgence suggérée par certains passages soulignés visibles sur les bords des documents, la façon dont certaines lettres semblaient peser plus lourdement que d'autres, comme en témoignait leur placement sous des presse-papiers en cristal. Ce matin-là, elle polissait la cheminée sculptée lorsqu'elle entendit des pas dans le couloir, trop tôt pour l'horaire habituel du duc, et avant qu'elle ne puisse se retirer, la porte s'ouvrit et il entra, s'arrêtant net en la voyant là. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde avant qu'Eleanor ne baisse les yeux comme il se doit, faisant une révérence en murmurant « Votre Altesse, pardonnez-moi, je ne m'attendais pas, je vais me retirer sur le champ. » Mais sa voix arrêta son mouvement. « Un instant, si vous voulez bien. Il me semble avoir égaré un document, une lettre portant le sceau du marquis de Silverton. L'auriez-vous rencontré dans votre travail ?» L'esprit d'Eleanor parcourut rapidement son catalogue mental minutieux du contenu de la pièce, et elle répondit doucement. « Je crois qu'il y a une telle lettre sous le livre de comptes sur la table d'appoint près de la fenêtre, Votre Altesse. » Et elle observa, les yeux baissés, tandis qu'il se dirigeait vers l'endroit indiqué et la récupérait, ses mouvements trahissant une lassitude qui semblait étrange sur sa silhouette puissante. Il resta là, tenant la lettre, et Eleanor devint intensément consciente du silence chargé entre eux, de la façon dont la lumière du matin se prenait dans ses cheveux sombres et projetait des ombres sous ses yeux qui parlaient d'un sommeil insuffisant, du léger tremblement de sa main alors qu'il attrapait la carafe de brandy, à cette heure, ce qui lui parut à la fois préoccupant et profondément triste. « Merci, » dit-il enfin, sa voix portant une nuance qu'elle ne put tout à fait déchiffrer, quelque chose de plus chaleureux que ses tons secs habituels, mais toujours formels, toujours distants. « Vous pouvez continuer. » Et Eleanor fit une nouvelle révérence, retournant à son travail avec des mains qu'elle s'efforçait de maintenir stables,
même si son cœur battait contre ses côtes, avec une intensité qui l'effrayait. Elle l'entendit s'installer dans son fauteuil, le bruissement des papiers, le grattement de la plume sur le parchemin. Et elle acheva ses tâches avec des mouvements qui semblaient mécaniques, toute sa conscience concentrée sur la présence derrière elle, le son de sa respiration, le poids d'un regard qu'elle imaginait pouvoir sentir sur son dos, bien que lorsqu'elle risqua un coup d'œil dans le miroir au-dessus de la cheminée, son attention parut fixée sur son travail. Lorsqu'elle eut enfin terminé et s'échappa dans le couloir, refermant la porte du bureau avec un silence prudent, Éléanore s'appuya contre le mur et pressa une main sur sa poitrine où son cœur battait encore la chamade, et elle se murmura férocement. « Sotte, sotte fille, il est le duc, et tu n'es rien. Ce chemin ne mène qu'à la ruine. » Pourtant, même en se réprimandant, elle ne pouvait oublier la lassitude dans ses yeux, le tremblement de sa main, la douceur inattendue de sa voix lorsqu'il l'avait remerciée, et elle se demanda quel genre de fardeau pouvait peser si lourdement sur un homme qui commandait un tel pouvoir, quelle solitude pouvait le pousser à chercher du réconfort dans le brandy aux premières lueurs du jour, et ce que cela pouvait signifier qu'elle se soucie de la réponse. Les semaines passèrent, puis les mois, les saisons changeant, comme elle le faisait toujours, au manoir d'Ashworth, la chaleur de l'été cédant la place à la beauté mélancolique de l'automne, et Éléanore se retrouva à tomber dans des rythmes qui ressemblaient presque à un sentiment d'appartenance, bien qu'elle sût que de tels sentiments étaient de dangereuses illusions pour quelqu'un dans sa position. Elle apprit les habitudes du duc par une observation attentive qu'elle se disait n'être qu'une attention professionnelle. Il souffrait d'insomnie qui le faisait arpenter les couloirs jusqu'aux petites heures du matin, cherchant du réconfort dans son bureau ou la bibliothèque lorsque le sommeil lui échappait. Il préférait la solitude à la compagnie, prenant souvent ses repas seul plutôt que de subir les performances sociales attendues de son rang. Et il possédait des gentillesses inattendues qui faisaient surface dans des moments de laisser-aller, comme l'après-midi où Éléanore le vit parler avec le vieux Thomas, le jardinier du domaine depuis 40 ans, écoutant avec un intérêt sincère les théories du vieil homme sur la culture des roses, son expression sévère s'adoucissant en quelque chose qui approchait presque la chaleur. Pourtant, à mesure que l'automne s'installait, de nouvelles tensions s'infiltrèrent dans les rythmes de la maisonnée, des conversations chuchotées parmi les domestiques de haut rang qui se répandaient jusqu'au niveau d'Éléanore comme des sédiments se déposant dans l'eau calme. La duchesse douairière avait commencé une campagne pour voir son fils marié, invitant de plus en plus fréquemment des familles nobles au domaine, faisant défiler des filles éligibles devant le duc avec une détermination qui frisait le désespoir. Éléanore se retrouva à servir lors de dîners où de belles jeunes femmes en soie et bijoux conversaient avec un charme exercé, leur rire comme une musique conçue pour enchanter, et depuis sa position contre le mur. Elle observait le duc répondre avec une politesse infaillible qui transmettait d'une certaine manière une distance absolue, ses manières courtoises mais impénétrables, et elle sentait une douleur dans sa poitrine qu'elle n'avait aucun droit de ressentir, une sensation de vide qui s'intensifiait chaque fois qu'elle le voyait s'incliner sur la main d'une autre dame ou conduire une autre candidate pleine d'espoir à travers la serre. Il y avait Lady Arabella Stanton, tout en boucles blondes et au teint de pétales de rose, qui parlait 3 langues et jouait du pianoforte avec une habileté qui suscitait des applaudissements admiratifs. Il y avait mademoiselle Cordelia Blackwood, dont la fortune familiale rivalisait avec celle du duc, dont l'esprit pétillait dans la conversation comme du champagne. Il y avait l'honorable mademoiselle Fitzwilliam, dont la lignée remontait au conquérant lui-même, dont chaque mouvement incarnait la grâce aristocratique, et Éléanore les observait toutes, ces femmes qui appartenaient au monde du duc comme elle ne le pourrait jamais, et se disait que la douleur qui lui tordait l'estomac n'était que l'indigestion causée par la nourriture lourde de la cuisine. Madame Dalton remarqua sa distraction un soir,
alors qu'Éléanore ratait le pliage du linge pour la 3e fois, les yeux perspicaces de la femme plus âgée, ne manquant rien, alors qu'elle disait doucement « Un mot de prudence, ma chère, de la part de quelqu'un qui a beaucoup vu au cours de ses années de service. Il y a des attachements qui apportent la joie, et ceux qui n'apportent que du chagrin, et une femme sage apprend à faire la distinction entre les deux avant qu'il ne soit trop tard. » Et Éléanore sentit la chaleur monter à ses joues, alors qu'elle protestait peut-être avec trop de véhémence qu'elle n'entretenait aucun sentiment inapproprié, qu'elle comprenait parfaitement sa place, que l'inquiétude de madame d'Altan était gentille mais inutile. Pourtant, alors même que les mots quittaient sa bouche, Éléanore savait qu'ils sonnaient creux, des mensonges transparents qui ne trompaient aucune des deux femmes, et cette nuit-là, dans son lit étroit, elle reconnut la terrible vérité. Elle avait développé pour le duc des sentiments qui allaient bien au-delà de l'admiration ou du respect, des sentiments qui fleurissaient dans sa poitrine comme des épines chaque fois qu'elle le voyait, qui la faisaient chérir chaque brève interaction comme si elle ramassait des pierres précieuses, qui la laissait éveiller à écouter ses pas et à se demander quelle sorte de femme pourrait franchir ses défenses prudentes pour toucher l'homme solitaire qu'elle sentait sous le titre, le pouvoir et la froide perfection de son masque aristocratique. La crise s'abattit sur le manoir d'Ashworth un matin gris d'octobre, lorsque la duchesse douairière découvrit que sa broche en émeraude, un héritage familial transmis de génération en génération depuis 5 générations, d'une valeur sentimentale bien supérieure à sa valeur monétaire déjà considérable, avait disparu de son coffret à bijoux, et en quelques heures, toute la maisonnée fut plongée dans le chaos alors que les accusations fusaient et que les soupçons se déposaient comme de la cendre sur tout le monde. En particulier les nouveaux domestiques qui n'avaient pas la protection d'une longue ancienneté. Éléanore se retrouva convoquée avec le reste du personnel dans le grand hall, où ils se tenaient en rangs anxieux pendant que le duc et sa mère interrogeaient chaque personne avec une minutie méthodique, et Éléanore observait les événements avec un mélange de peur pour ses collègues et de fascination involontaire pour l'approche du duc dans l'enquête. Là où la duchesse douairière fulminait et menaçait, sa voix aiguë d'indignation et de perte, le duc restait calme et systématique, posant des questions précises sur les déplacements et les horaires, son esprit vif cataloguant les informations avec la même attention aux détails qu'Éléanore avait observés dans sa gestion des affaires du domaine. Le jeune William, un laquais d'à peine 18 ans qui n'avait rejoint la maisonnée que 3 mois auparavant, devint le centre des soupçons de la douairière lorsque quelqu'un se souvint l'avoir vu près de ses appartements l'après-midi précédent. Et Éléanore fut témoin de la terreur sur le visage du garçon alors qu'il balbutiait des dénégations, tandis que la couleur quittait ses joues, ses mains tremblant si violemment qu'il pouvait à peine garder son sang-froid. Mais le duc trancha les accusations de sa mère avec une autorité tranquille, soulignant que William avait transporté du linge vers les quartiers des invités à cette heure-là, dans le cadre de ses tâches assignées, que sa présence dans le couloir ne prouvait rien, que la présomption de culpabilité sans preuve était à la fois injuste et indigne de la dignité de leur maisonnée. Et Éléanore sentit quelque chose bouger dans sa poitrine face à cette défense inattendue, à la vue du pouvoir exercé non pas pour écraser, mais pour protéger. L'enquête se poursuivit toute la journée, les quartiers de chaque domestique fouillés avec une minutie pleine d'excuses, les terrains examinés, chaque emplacement possible scruté, jusqu'à ce qu'enfin une jeune servante nommée Sarah se souvienne que la douairière avait porté la broche à la serre 2 jours auparavant pour montrer à Lady Pemberton ses orchidées primées, et lorsqu'ils fouillèrent cet endroit, ils trouvèrent le bijou coincé dans la doublure du banc rembourré où la douairière s'était assise, ayant glissé de son fermoir défectueux sans qu'on le remarque. Le soulagement qui envahit la maisonnée fut palpable. Les domestiques s'étreignant et pleurant sous l'effet de la libération de la tension
mais Éléanore remarqua que le duc ne partageait pas la célébration, se retirant plutôt dans son bureau avec des épaules qui semblaient porter un poids supplémentaire, et plus tard ce soir-là, lorsqu'elle passa devant sa porte lors de sa ronde, elle n'entendit aucun son de l'intérieur et osa jeter un coup d'œil par l'entrée partiellement ouverte. Ce qu'elle vit la saisit complètement. Le duc était assis à son bureau, la tête entre les mains, la posture d'un homme totalement épuisé, non seulement physiquement mais aussi spirituellement, et dans ce moment de laisser-aller, Éléanore entrevit le fardeau écrasant de la responsabilité qu'il portait, le poids de servir d'arbitre de la justice pour tant de vies, l'isolement de prendre des décisions qui pouvaient détruire ou sauver, la solitude du pouvoir qui ne permettait aucune faiblesse et n'offrait aucun répit. Elle comprit alors avec une clarté soudaine que sous l'extérieur froid et la réserve aristocratique se cachait un homme qui se souciait profondément, peut-être trop profondément, qui sentait le poids de chaque vie confiée à son autorité, qui défendait un laquais effrayé, non par principe abstrait, mais par compassion sincère. Et cette révélation transforma tout ce qu'Éléanore avait cru à son sujet, fissurant la distance prudente qu'elle avait essayé de maintenir et laissant quelque chose de dangereux et de tendre inonder les espaces où seule la peur et le sens des convenances avaient résidé auparavant. L'hiver s'abattit sur le manoir d'Ashworth avec l'inévitabilité du destin, transformant le domaine en un royaume de beauté cristalline où le givre gravait des motifs complexes sur les vitres et où la neige recouvrait les terres d'un silence à la fois paisible et isolant. Et avec l'arrivée de la saison vinrent des changements dans les rythmes de la maisonnée, les domestiques se rapprochant pour se réchauffer, leur travail se concentrant dans des espaces plus petits, leurs interactions plus fréquentes et intimes, d'une manière que l'étendue de l'été n'avait pas exigée. Éléanore se vit confier de nouvelles tâches qui la placèrent dans l'orbite du duc avec une régularité troublante. Madame Dalton lui demanda d'apporter le thé de fin de soirée dans ses appartements lorsqu'il travaillait pendant les heures les plus sombres, expliquant que la précédente servante affectée à cette tâche était partie s'occuper d'une mère malade, et bien que le cœur d'Éléanore se serrât d'un mélange de terreur et d'anticipation à cette perspective, elle accepta la mission avec un calme apparent, tandis que son monde intérieur basculait dangereusement. La première nuit, elle frappa doucement à la porte de sa chambre, équilibrant le plateau d'argent avec des mains qui tremblaient légèrement, et lorsque sa voix l'invita à entrer, elle le trouva à son bureau entouré de papiers et de registres, son profil illuminé par la lueur des bougies qui creusaient des ombres sous ses pommettes et révélaient la lassitude gravée autour de ses yeux. Et il leva les yeux alors qu'elle posait le service à thé à côté de lui, avec un léger signe de tête en guise de reconnaissance qui sembla d'une certaine manière plus significatif que des remerciements élaborés. Cela devint leur routine tout au long de l'hiver qui s'approfondissait, Éléanore apparaissant chaque nuit vers minuit avec un thé qui refroidissait plus souvent qu'il n'était bu, tandis que le duc restait absorbé par son travail, et elle apprit à lire ses humeurs dans le langage subtil de sa posture et de ses mouvements. La tension de ses épaules lorsque les affaires du domaine le préoccupaient, le rythme de sa plume sur le papier variant entre une certitude rapide et une considération hésitante, les livres particuliers qu'il choisissait reflétant s'il cherchait la distraction ou une contemplation plus profonde. Progressivement, presque imperceptiblement, leurs interactions évoluèrent au-delà de l'échange silencieux de services rendus et reconnus, commençant par de brefs mots de remerciement qui s'étendirent à des commentaires sur la sévérité du temps ou l'heure tardive, des observations qui n'exigeaient aucune réponse mais invitaient à la connexion si Éléanore choisissait de l'offrir, et elle se surprit à s'attarder un peu plus longtemps chaque nuit, ces réponses passant d'un accord murmuré à de timides observations de sa part. Un soir où la neige tombait si fort que le monde au-delà des fenêtres disparaissait dans une obscurité blanche, le duc remarqua que la tempête lui rappelait les hivers de son enfance, lorsque le manoir ressemblait à une île coupée de la civilisation.
et Éléanore osa partager un souvenir personnel sur la luge, dévalant des collines qui semblaient hautes comme des montagnes aux yeux d'un enfant, et pendant un instant, la distance entre le duc et la servante se dissipa en une simple connexion humaine, avant qu'Éléanore ne se reprenne et ne se retire avec une courtoisie hâtive. Elle chérissait ces rencontres de minuit tout en les craignant simultanément, sachant que chaque conversation gravait son cœur plus profondément vers un attachement qui ne pouvait apporter que de la douleur, mais incapable de résister à l'attraction gravitationnelle de sa présence, à la manière dont toute sa journée s'orientait autour de ces heures tardives où elle pourrait le voir et échanger des mots qui semblaient chargés d'une signification qu'elle n'osait pas examiner de trop près. Puis vint la nuit qui changea tout, une soirée de fin janvier, où elle arriva pour le trouver fixant le feu, plutôt que de travailler, son expression distante et troublée, et lorsqu'elle posa le thé, il la regarda directement pour la première fois de toute leur rencontre, et demanda « Quel est votre nom ?» Une question qui frappa Éléanore avec la force d'une révélation, car il devait sûrement le connaître depuis des mois, et pourtant il le demandait comme si la réponse importait au-delà de la simple identification, comme s'il souhaitait l'entendre le prononcer elle-même, revendiquer sa propre identité en sa présence. Et Éléanore sentit la pièce basculer alors qu'elle chuchotait « Éléanore, votre Altesse », observant quelque chose vaciller dans ses yeux qu'elle ne pouvait nommer, mais qui fit battre son pouls d'un espoir plus dangereux que toute peur qu'elle n'avait jamais connue. Cette nuit-là, Éléanore resta éveillée dans son lit étroit au sein des quartiers des domestiques, écoutant l'ancien manoir s'installer autour d'elle avec ses craquements et ses murmures familiers, et lorsqu'elle ne put plus supporter le tumulte de ses pensées, elle se leva et récupéra de sa cachette, sous une latte de plancher descellée, le petit médaillon d'argent qui représentait tout ce qui restait de son existence antérieure, la délicate chaîne froide contre ses doigts, alors qu'elle ouvrait le fermoir pour révéler les portraits miniatures à l'intérieur, le doux visage de sa mère peint avec des détails soignés, l'expression sévère mais aimante de son père figée dans des temps plus heureux avant que tout ne vole en éclats irrécupérables. Eleanor Gray n'était pas vraiment Eleanor Gray du tout, ou plutôt, elle était Eleanor, mais pas Gray. Elle était née Eleanor. Charlotte Fitzwilliam, fille unique du baron Fitzwilliam du domaine de Rosewood, élevée dans le privilège et le confort, avec l'attente de faire un mariage convenable avec un gentleman de rang approprié, son enfance remplie de leçons de musique, de littérature et des occupations raffinées, jugées convenables pour une jeune dame de qualité, et elle pouvait encore se souvenir du poids des robes de soie et de l'éclat des chandelles au bal, où elle avait dansé, sans savoir à quel point de tels moments étaient précieux et fragiles. La disgrâce était venue rapidement et complètement lorsque l'associé de son père s'était enfui avec leurs investissements communs, laissant derrière lui des documents falsifiés qui impliquaient le baron dans des machinations de fraude et de détournement de fonds, et bien que son père proclamât son innocence avec un désespoir croissant, la société avait déjà rendu son verdict, les créanciers s'étaient abattus comme des vautours, les anciens amis s'étaient détournés avec des yeux froids et des épaules encore plus froides, et en 6 mois, le domaine avait été saisi, leurs biens vendus, leurs noms traînés dans les feuilles de scandale qui se délectaient de la chute des puissants. La mère d'Éléanore, une femme délicate dont la constitution n'avait jamais été robuste, s'était flétrie sous le poids de la honte et de la perte, s'alitant avec un chagrin qui la consumait de l'intérieur jusqu'à ce que la fièvre emporte ce que le chagrin avait déjà détruit, et Éléanore s'était agenouillée au chevet de cette mourante, tenant une main devenue mince et translucide, tandis que sa mère murmurait des excuses pour ne pas avoir réussi à protéger sa fille de la cruauté de leurs circonstances réduites. Son père n'avait survécu à sa femme que de quelques semaines,
avant de disparaître dans un exil volontaire quelque part sur le continent, laissant à Eleanor une lettre qui parlait de son innocence et de son incapacité à supporter de voir sa fille souffrir pour ses malheurs. Et dans cette lettre, il avait insisté sur la nécessité de se cacher, de prendre un nom différent et de trouver un travail honnête, loin de ceux qui pourraient la reconnaître et soit exploiter sa vulnérabilité, soit la condamner par association avec ses crimes présumés. Eleanor avait choisi le service non par une quelconque notion romantique, mais par pur instinct de survie, comprenant qu'une servante pouvait disparaître dans la masse invisible des travailleurs, que personne ne regardait de près les visages des domestiques, ni ne s'enquérait de leur histoire, au-delà des références les plus sommaires. Et la gentillesse de madame Dalton, en l'acceptant malgré la minceur de ses lettres de créance, avait été la première miséricorde qu'Eleanor avait connue en des mois de désespoir écrasant. Pendant 3 ans, elle avait maintenu cet effacement prudent de son ancien moi, parlant sur le ton déférent du service plutôt qu'avec l'accent cultivé de son éducation, gardant les yeux baissés et sa présence banale. Vivant dans la peur constante que quelqu'un puisse reconnaître la fille du baron sous la robe simple et le bonnet de servante, certaine que la découverte signifierait au mieux le renvoi et au pire l'exploitation, car elle savait ce qu'il advenait des dames de bonne famille et déchues, sans protection, dans un monde qui les considérait comme des créatures déchues, méritant leur sort. La question du duc « Quel est votre nom ?» l'avait secouée précisément parce qu'elle suggérait qu'il la voyait comme plus qu'une servante sans visage, qu'il percevait une identité individuelle digne d'être connue, et cette reconnaissance terrifiait Eleanor, car elle menaçait l'invisibilité qui était devenue son seul bouclier contre un monde hostile, mais elle réveillait aussi en elle quelque chose qu'elle avait cru mort, un reste de la jeune fille qui s'était autrefois crue digne d'être connue et appréciée pour elle-même plutôt que pour son utilité. Elle remit le médaillon dans sa cachette avec des mains qui tremblaient, renforçant sa détermination à maintenir les frontières qui la protégeaient, à résister à l'attirance dangereuse envers le duc qui devenait plus forte à chaque rencontre de minuit, à se souvenir qu'Eleanor Fitzwilliam était morte avec ses parents et que seule Eleanor Gray restait, et Eleanor Gray était une servante qui n'avait droit à rien d'autre que la sécurité de sa position et le petit réconfort de savoir qu'elle avait survécu lorsque la survie avait semblé impossible. L'annonce tomba un matin gris de février, lorsque la duchesse douairière arriva au manoir d'Ashworth dans un tourbillon d'énergie impérieuse et de plans élaborés. Déclarant qu'un grand bal serait organisé dans le mois pour présenter convenablement son fils aux jeunes dames éligibles des meilleures familles, son ton ne souffrant aucune contestation malgré la réticence visible du duc, et la maisonnée entra dans un chaos contrôlé alors que les préparatifs commençaient sérieusement. Eleanor se retrouva à travailler 16 heures par jour aux côtés des autres domestiques, polissant de l'argenterie qui n'avait pas servi depuis des années, battant la poussière des anciennes tapisseries, récurant les sols jusqu'à ce qu'ils brillent, transformant la grande salle de bal du manoir d'un espace sombre et désaffecté en une chambre scintillante, digne du regard le plus exigeant de l'aristocratie. Et elle accomplissait ses tâches avec une efficacité mécanique, tandis que son cœur s'alourdissait de jour en jour. Sachant que ce spectacle n'existait que pour faciliter le mariage du duc avec une dame de qualité convenable. Le contraste entre les deux mondes, celui qu'elle habitait et celui qu'elle servait, ne s'était jamais senti aussi prononcé que pendant ces semaines de préparation, alors qu'Eleanor était témoin de l'architecture invisible du travail qui soutenait les loisirs aristocratiques. Le cuisinier et ses assistants travaillant toute la nuit pour parfaire des plats élaborés, les laquais répétant leurs services chorégraphiés jusqu'à ce que leurs mouvements atteignent une précision de ballet, les servantes cousant, raccommodant et arrangeant des fleurs avec des doigts crispés et des dos endoloris, tout cela pour que la noblesse puisse danser et dîner
dans une élégance sans effort, sans jamais considérer l'armée de main qui rendait une telle élégance possible. Le soir du bal, Éléanore revêtit son meilleur uniforme de servante, la robe noire simple et le tablier blanc impeccable qui la marquait comme faisant partie de la machinerie fonctionnelle du manoir plutôt que de ses invités décoratifs, et elle prit sa place parmi les domestiques chargés de circuler dans la foule pour offrir des rafraîchissements, les yeux baissés comme elle avait appris à le faire, sa présence délibérément oubliable. Pourtant, malgré tous ses efforts pour être invisible, le regard d'Éléanore était attiré à plusieurs reprises par le duc, alors qu'il accomplissait les rituels prescrits de la soirée, dansant d'abord avec la duchesse douairière, comme l'exigeait la tradition, puis avec une succession de jeunes dames qui souriaient, faisaient la révérence et déployaient leurs divers charmes avec le calcul de généraux planifiant des campagnes, et il exécutait sa part dans ce théâtre matrimonial avec la même politesse distante qu'Éléanore avait observée dans toutes ses interactions sociales, son expression agréable mais désengagée, comme s'il observait les événements depuis un recul intérieur. Elle le vit danser avec Lady Margaret Hastings, dont les boucles dorées et le teint de porcelaine attiraient les regards admiratifs de tous les coins de la salle de bal, puis avec la fille aux yeux sombres du marquis de Pembroke, dont l'esprit était légendaire, puis avec une demi-douzaine d'autres dont la beauté et les accomplissements se confondaient dans la vision d'Éléanore, jusqu'à ce qu'elle doive détourner le regard de la douleur de voir l'inévitable se dérouler. Mais alors, à un moment où Éléanore passait près de l'entrée de la salle de bal, portant un plateau de coupes de champagne, elle sentit le poids d'un regard et leva les yeux pour découvrir les yeux du duc fixés sur elle à travers la pièce bondée, son regard trouvant le sien à travers la presse des corps, la lueur des bougies et les danseurs tourbillonnants, et pendant 3 battements de cœur qui semblèrent suspendus hors du temps, ils se regardèrent avec une intensité qui parut à Éléanore à la fois terrifiante et inévitable, le reste de la salle de bal s'estompant dans l'insignifiance, jusqu'à ce qu'elle rompe la connexion d'un tour brusque qui faillit renverser son plateau et s'enfuit dans le couloir des domestiques, les mains tremblant si violemment qu'elle dut poser son fardeau avant de le laisser tomber. Son cœur martelant contre ses côtes, alors qu'elle pressait son dos contre le mur de pierre fraîche et essayait de respirer au-delà de la reconnaissance que ce qui existait entre eux venait d'être reconnu d'une manière qui ne pouvait être défaite. Le lendemain du bal arriva, gris et las, le manoir semblant expirer dans un épuisement collectif, tandis que les domestiques se déplaçaient dans des pièces qui portaient encore les traces de la splendeur de la nuit précédente, des verres de champagne abandonnés sur les tables d'appoint, des fleurs fanées affaissées dans leurs arrangements élaborés, le sol de la salle de bal éraflé par des centaines de pieds d'encens, et Éléanore se retrouva affectée au bureau privé du duc, où les messieurs s'étaient retirés après le départ des dames, l'air encore épais du fantôme de la fumée de cigares et du brandy. Elle travailla méthodiquement à travers les débris de la conversation masculine, vidant les cendriers et ramassant les verres, redressant les meubles déplacés par les débats nocturnes sur la politique, la chasse et tout ce qui occupait l'esprit des hommes nés dans le privilège. Et sur le bureau massif du duc, elle découvrit un livre d'or, relié en cuir, laissé ouvert sur des pages remplies de signatures élégantes des plus belles familles d'Angleterre. Chaque nom, une déclaration de lignée aristocratique et de statut social. Et à côté de ce registre de la noblesse, se trouvaient plusieurs feuilles de l'écriture du duc, sa main distinctive immédiatement reconnaissable pour Éléanore, qui avait épousseté autour de sa correspondance, assez souvent pour connaître l'inclinaison particulière de ses lettres. Elle savait qu'elle ne devrait pas lire ce qui était clairement privé. Pourtant ses yeux parcoururent de la page avant que la pensée consciente ne puisse les en empêcher, et elle se retrouva à regarder ce qui semblait être des évaluations des jeunes dames éligibles de la nuit précédente, chaque nom suivi d'observations rendues dans une prose aussi clinique et détachée
que celle d'un naturaliste cataloguant des spécimens. Lady Margaret, notée pour sa beauté, mais sa conversation insipide. La fille du marquis intelligente mais calculatrice. Mademoiselle Hartwell, agréable mais manquant d'esprit. Chaque évaluation se terminant par la même conclusion dévastatrice, marquée de l'écriture soignée du duc. Inappropriée. Eleanor sentit une vague inattendue de tristesse la submerger alors qu'elle tenait ces pages qui réduisaient des femmes vivantes et respirantes à de simples listes de qualités pesées et jugées insuffisantes, et elle comprit avec une clarté soudaine que le duc était aussi piégé par ces circonstances qu'elle l'était par les siennes, peut-être même plus, car alors qu'elle avait choisi l'invisibilité pour survivre, il était né dans une visibilité qui exigeait qu'il se marie de manière appropriée, produise des héritiers et remplisse des obligations déterminées avant sa naissance, et la solitude d'une telle existence la frappa avec une force qui lui fit mal à la poitrine. Elle replaçait soigneusement les papiers, exactement comme elle les avait trouvés, lorsque la porte s'ouvrit et que le duc entra, son apparence choquante par son désordre, ses vêtements de soirée froissés et son foulard desserré, des cernes sombres sous des yeux qui parlaient d'insomnie, ses cheveux ébouriffés comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises, et il s'arrêta, en la voyant, avec une expression qu'Eleanor ne put entièrement déchiffrer, bien que la lassitude en fît certainement partie. Le silence s'étira entre eux, alourdi par le souvenir de leurs regards échangés à travers la salle de bal bondée, par toute la distance prudente qu'ils avaient maintenue et qui semblait soudain impossible à restaurer, puis le duc parla d'une voix rauque d'épuisement et de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. « Avez-vous trouvé le spectacle de la nuit dernière aussi fastidieux que moi ?» La question flotta dans l'air entre eux, intime et inattendue. Une invitation à l'honnêteté qui violait tous les protocoles de maître et de serviteur, et Eleanor sentit son cœur commencer à s'emballer, car c'était la première fois qu'il engageait la conversation au-delà de la nécessité, la première fois qu'il lui demandait son avis comme s'il importait, comme si elle était une personne dont les pensées avaient de la valeur, plutôt qu'une simple pièce de la machinerie de la maisonnée, et elle savait que la façon dont elle répondrait rétablirait soit la distance appropriée entre eux, soit la briserait entièrement, et Dieu l'aide, elle ne savait pas quelle issue elle craignait le plus. Le printemps arriva au manoir d'Ashworth avec la douce insistance du renouveau, transformant les terres du domaine de la sévérité austère de l'hiver en un paysage de tendres possibilités. Et Eleanor se retrouva de plus en plus affectée à des tâches extérieures, alors que la maisonnée émergeait de mois de confinement intérieur, polissant des fenêtres ouvertes pour laisser entrer l'air frais, battant des tapis dans la cour où la lumière du soleil jouait sur les pierres anciennes, s'occupant de la serre où les premiers bulbes poussaient avec détermination vers la lumière, et c'est pendant ces tâches extérieures qu'elle commença à remarquer le duc se promener dans les jardins aux premières heures du matin, avant que la maisonnée ne se réveille complètement, sa haute silhouette se déplaçant le long des sentiers de gravier encore humides de rosée, ses mains jointes derrière son dos dans une attitude de contemplation qui semblait à la fois solitaire et paisible. Leurs chemins se croisèrent avec une fréquence croissante, des rencontres qui semblaient d'abord fortuites, mais qui prirent peu à peu la qualité d'une chorégraphie intentionnelle, comme s'ils arrangeaient tous deux inconsciemment leurs mouvements pour se croiser dans ces heures liminaires entre la nuit et le jour, où le monde n'appartenait qu'à ceux qui étaient éveillés pour en être témoins. Et ils développèrent une routine de brefs échanges qui semblait plus sûre que le silence chargé qui avait suivi sa question intime après le bal, discutant de sujets neutres, avec la courtoisie prudente de diplomates naviguant dans des négociations délicates. La progression des roses qu'Eleanor aidait le vieux jardinier à tailler, la nouvelle fontaine installée près de la terrasse sud, les livres qu'Eleanor avait remarqués dans le bureau du duc et qu'elle avait osé mentionner avoir lus dans sa vie antérieure,
bien qu'elle n'ait jamais révélé les circonstances de cette lecture. Éléanore observa le dégel progressif du duc lors de ses rencontres matinales, la façon dont son expression sévère s'adoucissait légèrement lorsqu'il la voyait approcher avec son panier de jardinage, la manière dont ses épaules perdaient un peu de leur rigidité lorsqu'il parlait de sujets qui ne nécessitaient aucune prétention, et elle se surprit à lutter contre son attachement croissant tout en reconnaissant son danger et sa futilité, car quel avenir possible pouvait exister pour un duc et une servante, peu importe le nombre de conversations agréables qu'ils partageaient parmi les lilas en fleurs et les premières roses. Un matin de fin avril, alors que l'air portait la promesse de l'été et que le jardin semblait bourdonner de vie verte, Éléanore coupait des fleurs pour les salons lorsqu'une pluie de printemps soudaine arriva sans prévenir, transformant la douce matinée en un torrent qui l'envoya courir pour s'abriter, et elle se retrouva à se précipiter vers la folie du jardin, une petite structure octogonale de pierres blanches et de vignes grimpantes qui offrait le refuge le plus proche, seulement pour découvrir que le duc avait cherché le même sanctuaire et se tenait maintenant à l'intérieur du pavillon ouvert, regardant la pluie tomber en rideau sur le paysage avec une expression de vulnérabilité si peu gardée que le souffle d'Éléanore se coupa dans sa gorge. L'intimité de l'espace clos les pressait plus près que ne le permettaient les convenances, le bruit de la pluie sur le toit de cuivre de la folie créant un rideau sonore qui les isolait du monde extérieur. Et Éléanore était intensément consciente de la présence du duc à ses côtés, l'odeur de son eau de Cologne se mêlant à l'air lavé par la pluie, le va-et-vient de sa respiration, la tension dans sa posture qui suggérait qu'il était aussi conscient de leur proximité qu'elle, et le silence chargé entre eux devint lourd de désirs accumulés et de mots non dits jusqu'à ce qu'Éléanore sente qu'elle pourrait se briser sous le poids de celui-ci. Le duc se tourna alors vers elle, ses yeux retenant les siens, avec une intensité qui fit marteler son cœur contre ses côtes, et il ouvrit la bouche comme pour prononcer des mots qui s'étaient accumulés en lui depuis des mois, sa main se levant légèrement, comme s'il allait la prendre, mais alors quelque chose dans son expression changea, une conscience de l'impossibilité de leur situation se réaffirmant. Et il s'arrêta, les mots mourant sans être prononcés, et Éléanore ne pouvait le supporter, ne pouvait endurer un instant de plus de cette torture exquise de proximité sans consommation, de désir reconnu mais inaccompli, et elle s'enfuit sans un mot, courant sous la pluie vers l'entrée des domestiques, le cœur brisé et la robe trempée, laissant le duc seul dans la folie du jardin, la regardant s'éloigner à travers le rideau argenté de la pluie printanière, avec une expression d'une tristesse si profonde que si elle l'avait vu, elle aurait peut-être fait demi-tour, mais elle ne fit pas demi-tour, elle ne fit que courir. Le lendemain matin, Éléanore se présenta au salon de Madame Dalton avec des ombres sous les yeux qui témoignaient d'heures d'insomnie, et une requête formulée d'une voix soigneusement dépouillée de toute émotion. Demandant à être réaffectée loin des appartements et des espaces privés du duc, prétextant que le travail était devenu trop éprouvant physiquement compte tenu de ses autres responsabilités, et Madame Dalton la regarda avec des yeux qui avaient vu 3 décennies de drames domestiques et qui manquaient très peu de choses, son expression gentille mais compréhensive, alors qu'elle étudiait le visage d'Éléanore un long moment avant de hocher lentement la tête et d'accéder à la demande, sans poser les questions qui flottaient clairement sur ses lèvres, comprenant peut-être que certaines vérités étaient trop dangereuses pour être dites à voix haute, même dans l'intimité du domaine de la gouvernante. Éléanore se jeta dans ses nouvelles fonctions avec une ardeur presque désespérée, acceptant des missions dans les coins les plus reculés du manoir, polissant l'argenterie dans l'office du majordome, récurant les sols des chambres d'amis inutilisées, organisant le linge dans des pièces de rangement où des grains de poussière dansaient dans des puits de lumière et où elle pouvait travailler pendant des heures sans rencontrer personne d'important, reconstruisant les murs d'invisibilité qui l'avaient protégée pendant 3 ans,
tentant de ressusciter la distance prudente qu'elle avait maintenue avant que les matinées de printemps et les conversations de jardin n'aient démantelé ses défenses. Pourtant, le duc semblait apparaître partout où elle travaillait, avec une fréquence qui défiait la coïncidence, sa haute silhouette se matérialisant dans les embrasures de portes lorsqu'elle époussetait les étagères supérieures de la bibliothèque. Ses pas résonnant dans la serre lorsqu'elle s'occupait de plantes nécessitant une taille minutieuse, sa présence hantant la galerie des portraits lors de ses rondes de l'après-midi, lorsqu'elle nettoyait les cadres dorés de ses ancêtres, qui la dévisageaient avec des expressions qui semblaient juger sa présomption. Et ces rencontres étaient désormais silencieuses, lourdes de non-dits, aucun d'eux ne tentant la conversation, mais incapable d'ignorer l'atmosphère chargée qui crépitait entre eux comme un éclair d'été précédant un orage. Eleanor sentait ses yeux suivre ses mouvements, sentait le poids de ses questions non formulées peser sur le silence, et elle gardait son propre regard soigneusement détourné. Se concentrant sur ses tâches avec une intensité obstinée, tandis que son cœur battait traîtreusement dans sa poitrine et que ses mains tremblaient si fort qu'elle devait parfois s'arrêter pour les calmer, et elle savait qu'il remarquait ces petites trahisons de son sang-froid, tout comme elle remarquait la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains se serraient et se desserraient à ses côtés, comme s'il se retenait de la prendre, le soupir à peine audible qui lui échappait lorsqu'elle faisait une brève révérence et s'enfuyait dans une autre partie du manoir. Les autres domestiques commencèrent à remarquer l'étrange danse entre le duc et la servante, les conversations s'interrompant lorsqu'Éléanor entrait dans les pièces, des regards en coin échangés dans le hall des domestiques, des chuchotements qui la suivaient dans les couloirs comme des feuilles d'automne agitées par le vent, et elle sentait le poids de leurs spéculations peser sur elle, sachant que ses tentatives de discrétion avaient échoué, que la maisonnée l'avait marquée comme étant en quelque sorte différente, en quelque sorte digne d'intérêt, et cette visibilité la terrifiait plus que tout, car elle menaçait l'anonymat qui avait été sa seule protection. Madame Dalton convoqua Eleanor dans son salon un après-midi gris, où la pluie tambourinait contre les fenêtres et où le manoir semblait confiné et oppressant, et l'expression de la gouvernante était grave alors qu'elle faisait signe à Eleanor de s'asseoir, puis parla avec la franchise de quelqu'un qui avait retardé des paroles difficiles aussi longtemps que sa conscience le lui permettait, avertissant Éléanor de l'impossibilité des situations où les cœurs franchissent des frontières qu'ils n'étaient jamais censés traverser, racontant des histoires de domestiques qui avaient tout perdu en poursuivant des rêves insensés d'amour au-dessus de leurs conditions, de jeunes femmes renvoyées sans référence, forcées à des circonstances désespérées, leur vie ruinée par des moments de faiblesse ou d'espoir, et Éléanor écoutait, les mains jointes fermement sur ses genoux et les yeux fixés sur le motif usé du tapis, tandis que les mots de madame Dalton tombaient comme des pierres dans l'eau calme, créant des ondes de peur et de résignation. Eleanor savait que l'avertissement était sage, savait que tout ce que madame Dalton disait venait d'une préoccupation sincère et d'une compréhension durement acquise de la cruauté du monde envers ceux qui défiaient ses structures rigides. Pourtant, même en hochant la tête et en murmurant une gratitude appropriée pour le conseil, elle sentait quelque chose de rebelle s'agiter dans sa poitrine, une partie d'elle qui avait goûté à la possibilité et ne pouvait tout à fait y renoncer, malgré la certitude qu'un tel espoir était dangereux, peut-être fatal à la petite sécurité qu'elle avait réussi à construire dans cette maisonnée, et son cœur n'écoutait plus la sagesse, ne tenait plus compte de la voix sensée qui conseillait l'autopréservation par-dessus tout, parce que les quasimots du duc dans la folie du jardin avaient planté des graines qui refusaient de cesser de croître malgré le sol stérile de l'impossibilité dans lequel elle luttait pour prendre racine. Le tournant arriva avec la visite de Lord Pemberton, un vieil ami du défunt père du duc, qui débarqua au manoir d'Ashworth avec la grandiloquence
et l'arrogance d'un homme habitué à être accueilli partout, que sa présence soit réellement désirée ou non. Son arrivée fut annoncée par le cliquetis des roues de son carrosse sur le gravier et la voix tonitruante qui retentit dans le hall d'entrée, exigeant des rafraîchissements et déclarant son intention de rester au moins une quinzaine de jours. Eleanor le rencontra pour la première fois lorsqu'elle fut appelée à servir lors du dîner organisé en son honneur. Se déplaçant dans la salle à manger formelle avec une carafe de vin, tandis que la lueur des bougies brillait sur l'argent et le cristal, et que la conversation coulait avec le relâchement qui vient d'un excès de boisson et d'un manque de retenue. Lord Pemberton menait la conversation à table avec des histoires qui devenaient progressivement plus bruyantes et moins cohérentes à mesure que la soirée avançait, son visage rougeaud et ses mots s'empâtant légèrement alors qu'il se remémorait le défunt père du duc et les vieux jours de leur jeunesse. Éléanore se déplaçait tranquillement en périphérie, accomplissant ses tâches avec l'invisibilité qu'elle avait perfectionnée, remplissant les verres et débarrassant les assiettes, tandis que la conversation des messieurs déferlait sur elle comme une marée qu'elle avait appris à ne pas remarquer, jusqu'à ce que la voix de Pemberton perce soudainement son détachement prudent avec des mots qui lui glacèrent le sang. « Vous vous souvenez du vieux baron Grey et de cette sale affaire avec son domaine, le scandale qui a ruiné toute la famille, les dettes et les accusations de fraude, sa pauvre femme morte de honte et la fille disparue on ne sait où, probablement finie dans un bordel ou pire, vu ce qui arrive aux filles de bonne famille sans protection et sans avenir. » Les mains d'Eleanor tremblèrent si violemment que la carafe de vin faillit lui glisser des doigts, le cristal tintant de manière audible, alors qu'elle se tenait figée derrière le fauteuil de Lord Pemberton, la pièce semblant basculer et tourner autour d'elle. Elle sentit le regard du duc se poser sur elle avec la force d'un contact physique. Ses yeux trouvant les siens à travers la table éclairée à la bougie, avec une intensité qui confirma ce qu'elle avait le plus craint, que la réminiscence ivre de Pemberton avait relié son présent à son passé d'une manière qui ne pouvait être défaite. Mais elle ne pouvait pas soutenir le regard du duc, ne pouvait pas supporter de voir le jugement, la pitié ou la reconnaissance dans ce regard pénétrant. Elle posa la carafe avec des mains qui tremblaient et se réfugia près du buffet où elle se tint, le dos tourné à la table, luttant pour se ressaisir, tandis que la conversation passait heureusement à d'autres sujets. Le dîner se termina avec les messieurs se retirant dans le bureau du duc pour le brandy et les cigares, tandis qu'Éléanore et les autres domestiques débarrassaient les restes du repas. Elle ramassait le linge sale dans la salle à manger désormais vide lorsqu'elle prit conscience d'une présence trop proche derrière elle. Elle se retourna pour trouver Lord Pemberton, lui barrant le chemin vers la porte des domestiques, sa corpulence remplissant l'embrasure et ses yeux la parcourant d'un regard qui lui donna la chair de poule. Il tendit la main pour lui toucher la joue avec des doigts qui puaient le tabac, sa voix baissant à ce qu'il imaginait clairement être un ton séducteur, disant qu'elle était bien trop jolie pour se gaspiller au service, qu'une fille avec son apparence pourrait faire bien mieux pour elle-même avec le bon protecteur, qu'il pourrait prendre des dispositions si elle était intéressée à améliorer sa situation. Eleanor recula, le cœur battant la chamade et l'esprit cherchant frénétiquement une issue, tandis que Pemberton avançait avec l'assurance d'un homme à qui on n'avait jamais rien refusé de ce qu'il désirait. Avant qu'Eleanor ne puisse formuler une réponse ou tenter de le bousculer, le duc apparut dans l'embrasure de la porte derrière Pemberton avec une expression de fureur si froide que la température de la pièce sembla chuter. Sa voix trancha le silence chargé avec des mots secs et vifs, comme du verre brisé. « Lord Pemberton, je crois que vous vous êtes trompé de lieu et d'accueil. Vous allez vous retirer immédiatement dans vos appartements et vous quitterez le manoir d'Ashworth aux premières lueurs. Votre présence ici n'est plus ni désirée ni tolérable. »
Pemberton balbutia des protestations sur les vieilles amitiés et les malentendus, mais l'expression du duc ne souffrait aucune contestation. Et l'homme plus âgé se retira avec une dignité blessée et des plaintes marmonnées sur les jeunes hommes qui avaient oublié la bonne hospitalité. Il laissa Éléanore seule avec le duc dans la salle à manger éclairée à la bougie, où les vestiges des excès de la soirée jonchaient encore la table comme l'épreuve du mince vernis de la civilisation. Le duc s'approcha d'elle lentement, comme on approcherait un animal effrayé, et sa voix, quand il parla, avait perdu toute sa glace antérieure, remplacée par une douceur qui faillit la faire fondre complètement. « Êtes-vous indemne, Éléanore? Vous a-t-il fait du mal? Dites-moi la vérité, et je veillerai à ce qu'il réponde de toute offense. » Éléanore secoua la tête en silence, ne faisant pas confiance à sa voix. Le duc étudia son visage avec une inquiétude qui semblait trop intime, trop consciente, et elle comprit que les paroles de Pemberton sur le baron Grey n'étaient pas passées inaperçues, que le lien avait été fait, que son anonymat soigneusement construit s'était brisé comme le cristal qu'elle avait failli laisser tomber. Elle ne pouvait supporter le poids de son regard, ni la gentillesse de sa voix, ni la façon dont il se tenait si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. Alors, elle fit ce qu'elle avait fait dans la folie du jardin. Elle s'enfuit sans un mot, se précipitant devant lui et à travers les couloirs des domestiques jusqu'à sa petite chambre, où elle s'assit sur son lit étroit, les mains pressées sur sa bouche pour étouffer les sanglots qui menaçaient de s'échapper. Elle sut avec une terrible certitude que son temps au manoir d'Ashworth était terminé, qu'elle ne pouvait pas rester maintenant que la réminiscence ivre de Lord Pemberton avait exposé la vérité qu'elle avait si soigneusement gardée. Ainsi, avec des mains tremblantes et un cœur brisé, elle commença à faire de discrets préparatifs pour partir avant l'aube, avant de pouvoir être renvoyée, avant de devoir voir le jugement ou la pitié dans les yeux du duc, rassemblant ces quelques affaires et composant dans son esprit les mots d'explication qu'elle laisserait à Madame Dalton, planifiant sa fuite du seul sanctuaire qu'elle avait connu en 3 ans d'exil et de peur. Éléanore se déplaçait dans l'obscurité de l'aube de sa petite chambre, avec des mains tremblantes, rassemblant ses quelques affaires, pliant les robes usées qui l'avaient servi pendant 3 ans de service, glissant le précieux médaillon qui contenait les portraits de ses parents dans la poche la plus profonde de sa cape de voyage, composant dans son esprit les mots qu'elle écrirait à Madame Dalton pour expliquer son départ soudain avec des mensonges sur un parent malade ou une affaire de famille urgente, tout ce qui lui permettrait de partir avec un semblant de dignité avant que le renvoi inévitable n'arrive. Elle venait de finir de nouer son baluchon lorsqu'un léger coup fut frappé à sa porte, avec un rythme qui fit sursauter son cœur, car ce n'était pas le coup sec d'un autre domestique, mais quelque chose de plus hésitant, de plus délibéré. Elle ouvrit la porte pour trouver un jeune laquais qu'elle connaissait à peine, debout dans le couloir, avec une bougie qui projetait des ombres dansantes sur son visage nerveux. Il lui délivra son message dans un murmure à peine audible. Le duc demandait sa présence immédiate dans son bureau privé. Éléanore sentit son monde basculer sur son axe, car elle avait espéré éviter cette confrontation, avait prévu de disparaître comme la brume matinale avant que les explications ne deviennent nécessaires, mais elle ne pouvait refuser une convocation directe du maître de maison. Elle suivit donc le laquais à travers des couloirs silencieux où même les craquements et les bruits habituels du vieux manoir semblaient retenir leur souffle. Le bureau du duc n'était éclairé que par le feu mourant dans l'âtre, les flammes projetant des motifs changeants de lumière et d'ombre sur les murs tapissés de livres et sur le bureau massif qu'elle avait épousseté et nettoyé 1000 fois. Le duc se tenait à la fenêtre, le dos tourné, sa haute silhouette se découpant sur la promesse grise de l'aube au-delà de la vitre. Le silence s'étira entre eux comme une chose physique,
tendu et tremblant du poids de tout ce qui était resté non dit depuis si longtemps, jusqu'à ce qu'enfin il parle sans se retourner, sa voix basse et rauque, comme si les mots lui coûtaient quelque chose de précieux. « Je sais qui vous êtes. » Le souffle d'Éléanore quitta son corps d'un coup, et la pièce sembla tourner autour d'elle, alors que ces 4 mots brisaient l'illusion prudente qu'elle avait maintenue pendant 3 ans. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise pour se stabiliser, tandis que son esprit cherchait des dénégations et des explications qui moururent sans être prononcées, car il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait que la dénégation serait vaine, qu'il possédait la connaissance plutôt que le soupçon, la certitude plutôt que la spéculation. Il se tourna alors pour lui faire face, et la lumière du feu révéla une expression qui n'était pas la colère ou le dégoût qu'elle avait craint, mais quelque chose de bien plus complexe, un mélange de compréhension, de tristesse et de détermination qu'elle ne pouvait commencer à déchiffrer. Il s'approcha d'elle, à pas prudents et mesurés, comme on approcherait quelque chose de fragile qui pourrait se briser à un mouvement trop brusque, et sa voix, lorsqu'il continua, portait une douceur qui fit brûler des larmes derrière ses yeux. « Je le sais depuis des mois, Eleanor Gray, fille du baron Thomas Gray. Je vous ai reconnu malgré les années, la robe de servante et la façon dont vous avez essayé de vous rendre invisible. Car j'ai visité le domaine de votre père pour des affaires alors que vous n'aviez que 15 ans, et je vous ai observé dans les jardins avec votre mère, je vous ai vu rire devant des livres dans la bibliothèque, j'ai observé la grâce et l'intelligence qui vous distinguaient déjà à l'époque comme exceptionnelles. » Éléonore ne pouvait ni parler, ni bouger, ni faire autre chose que le regarder fixement, tandis que ses mots réécrivaient tout ce qu'elle avait cru de son temps au manoir d'Ashworth, transformant des mois d'anonymat prudent en une prétention élaborée qui n'avait existé que dans son propre esprit. Elle se sentit exposée et vulnérable d'une manière qui allait au-delà de la révélation de son identité, car s'il avait su depuis le début, alors chaque interaction entre eux prenait une nouvelle signification, chaque regard, chaque mot et chaque moment de connexion s'était produit dans des circonstances entièrement différentes de ce qu'elle avait imaginé. Le duc continua de parler, ses mots tombant comme des pierres dans le bassin calme de son choc. « Je n'ai rien dit parce que vous aviez besoin de sécurité, et je ne voulais pas vous refuser ce refuge. Vous aviez besoin de temps pour guérir de la tragédie de votre famille, et je ne voulais pas vous priver de cette paix. Et peut-être avais-je aussi besoin de temps pour comprendre ce que je ressentais en vous revoyant, pour être certain que mon estime n'était pas simple pitié pour votre situation ou culpabilité de ne pas avoir aidé votre père lorsque le scandale a éclaté, pour savoir avec une certitude absolue que ce qui a grandi dans mon cœur ces derniers mois est réel, durable et digne du risque que je suis sur le point de prendre. » Éléonore trouva enfin sa voix, bien qu'elle ne sorte que comme un murmure, demandant de quel risque il parlait, quel danger il courtisait. L'expression du duc s'adoucit en quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir tempéré par la peur, et il répondit qu'il risquait son cœur en le lui offrant, qu'il risquait la censure de la société en reconnaissant ses sentiments pour quelqu'un que le monde jugerait inapproprié, qu'il risquait tout ce qui comptait en posant une question dont il ne connaissait pas la réponse. Si les barrières de classe et de circonstances n'existaient pas, s'il se tenait simplement comme un homme et une femme, plutôt que comme un duc et une servante, que lui dirait son cœur? Et Éléonore sentit la question s'installer sur elle comme un poids trop lourd à porter, car elle exigeait une honnêteté qu'elle ne s'était jamais permise, l'obligeait à reconnaître des désirs qu'elle avait impitoyablement réprimés, lui demandait d'imaginer des possibilités qu'elle avait jugées trop dangereuses, même pour les contempler dans l'intimité de ses propres pensées. La voix du duc continua de remplir le bureau éclairé par le feu de révélation qui réécrivait la compréhension d'Éléonore
de tout ce qui s'était passé entre eux ces longs mois. Il parla des raisons pour lesquelles il était resté silencieux sur son identité, expliquant qu'elle était arrivée au manoir d'Ashworth avec des blessures si évidentes qu'il n'avait pu se résoudre à exposer sa vulnérabilité, qu'elle avait eu besoin de sécurité et de sanctuaire pour guérir de la dévastation de la ruine de sa famille, et qu'il ne lui refuserait pas ce refuge, même s'il l'avait reconnu, malgré la robe de servante et la manière prudente dont elle s'était faite petite et invisible. Il admit avec une crudité qui lui serra le cœur qu'il avait également eu besoin de temps pour comprendre ses propres sentiments, pour examiner l'estime qui avait grandi en lui et déterminer si ce n'était que de la pitié pour ces circonstances tragiques ou de la culpabilité de ne pas être intervenu lorsque le monde de son père s'était effondré, ou si cela pouvait être quelque chose de plus profond, de plus durable et digne du risque que de tels sentiments entraînaient. Eleanor resta figée au centre du bureau, tandis que son esprit luttait pour absorber ses confessions. Et elle sentit la peur se mêler à la confusion et à l'incrédulité, car s'il avait su depuis le début, alors chaque interaction entre eux prenait des couches de signification qu'elle n'avait jamais imaginées. Chaque petite gentillesse et chaque brève conversation s'étaient produites alors qu'il portait une connaissance qu'elle croyait cachée. Et sous le tumulte de ces révélations s'agitait quelque chose de plus dangereux encore, un espoir fragile qu'elle n'osait pas reconnaître, parce que l'espoir s'était avéré un compagnon cruel dans les années qui avaient suivi la disgrâce de sa famille. L'espoir n'avait mené qu'à la déception, à la douleur et à la nécessité de construire des murs autour de son cœur pour survivre. Le duc s'approcha à pas prudents, comme on approcherait quelque chose de précieux qui pourrait se briser. Et la lumière du feu attrapa les plans de son visage et révéla une expression si tendre qu'elle faillit la faire défaillir. Il parla de son estime croissante pour elle, confessant que sa force tranquille lui était devenue essentielle d'une manière qu'il peinait à articuler, qu'il l'avait vue transformer la grandeur froide du manoir d'Ashworth non par des gestes spectaculaires, mais par d'innombrables petits actes de soin et d'attention. La façon dont elle arrangeait les fleurs dans des pièces que personne d'autre que les domestiques ne verrait, la douceur avec laquelle elle traitait la vieille madame Dalton lorsque les articulations de la gouvernante lui faisaient mal, les livres qu'elle remettait à leur juste place dans la bibliothèque avec une révérence qui témoignait d'un amour sincère pour la connaissance qu'ils contenaient. Et ces observations accumulées avaient peint le portrait d'une femme dont la valeur n'avait rien à voir avec le titre ou la position, mais tout à voir avec le contenu de son caractère et la qualité de son cœur. Il reconnut alors l'impossibilité de leur situation, parlant avec une honnêteté douloureuse des barrières de classe et de réputation qui se dressaient entre eux comme des murs construits sur des siècles de hiérarchie sociale rigide. Il ne prétendit pas que ces obstacles étaient insignifiants ou facilement surmontables, n'offrit pas de fausses assurances que l'amour seul pouvait conquérir la cruauté et le jugement du monde, mais posa plutôt une question qui flotta dans l'air entre eux, tremblante de possibilités et de dangers. Si ces barrières n'existaient pas, s'ils se tenaient l'un devant l'autre simplement comme un homme et une femme, dépouillés de tous les accidents de naissance et de circonstances qui séparaient un duc d'une servante, que lui dirait son cœur, quelle vérité émergerait si elle s'autorisait à parler sans crainte de conséquences ou de considération des convenances. Eleanor ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint, car la question était trop vaste, trop terrifiante dans ses implications, lui demandant de reconnaître des désirs qu'elle avait impitoyablement réprimés et d'imaginer des possibilités qu'elle avait jugées trop dangereuses, même pour les contempler dans l'intimité de ses propres pensées. Elle sentit le poids des enseignements de sa mère sur la nécessité de connaître sa place et d'accepter sa condition, lutter contre le souvenir de la voix de son père, parlant de courage et d'authenticité avant que les ténèbres ne l'emportent, et elle resta paralysée entre ces forces opposées,
tandis que le duc attendait avec une expression qui mêlait espoir et résignation. Finalement, elle secoua la tête, non en signe de négation, mais de submersion, et sans un mot, elle se tourna et s'enfuit du bureau comme elle s'était enfuie de la folie du jardin, le laissant seul dans la lumière mourante du feu, sa question sans réponse, et l'espace entre eux chargé de toutes les choses qui restaient non dites, mais qui ne pouvaient plus être niées. Eleanor s'enfuit du bureau sans répondre. Et les jours qui suivirent devinrent un tourment d'évitement et d'interminables débats intérieurs. Elle accomplissait ses tâches avec une précision mécanique, tandis que son esprit rejouait les paroles du duc en boucle, examinant chaque phrase et chaque intonation à la recherche de significations qu'elle aurait pu manquer ou mal comprendre. Elle organisa son emploi du temps pour minimiser toute possibilité de le rencontrer, prenant ses repas à des heures inhabituelles et se portant volontaire pour des tâches dans les coins les plus reculés du manoir où il n'aurait aucune raison de s'aventurer. Pourtant, même dans son exil auto-imposé, elle sentait sa présence comme un poids pesant sur sa conscience, savait d'une manière ou d'une autre quand il passait dans des couloirs qu'elle venait de quitter, sentait son agitation dans la qualité du silence qui s'installait sur la maisonnée aux heures tardives où il aurait dû dormir, mais arpentait plutôt ses appartements ou se tenait aux fenêtres, regardant l'obscurité céder la place à l'aube. Madame Dalton observa les changements chez Éléanore et le duc avec sa perception caractéristique, notant comment Éléanore était devenue pâle et distraite, comment elle sursautait aux bruits inattendus et se perdait dans ses pensées en polissant l'argenterie jusqu'à ce que le métal brille comme des miroirs. Le duc, lui aussi, avait changé, plus renfermé que d'habitude, sa concentration légendaire dispersée au point qu'il laissait sa correspondance inachevée et ses réunions avec son intendant abrégé. La gouvernante ne dit rien directement, mais ses regards inquiets en disaient long, transmettant à la fois sympathie et avertissement, comme seul pouvait le faire quelqu'un qui avait été témoin de décennies de folie humaine. Eleanor luttait contre des impulsions contradictoires qui la déchiraient avec une force égale, le désir combattant le devoir et la possibilité luttant contre l'impossibilité, jusqu'à ce qu'elle sente qu'elle pourrait se fragmenter sous la pression de devoir choisir. Elle se rappela les enseignements de sa mère sur la nécessité de connaître sa place dans la grande hiérarchie de la société, se souvint des leçons amères que sa mère lui avait données dans ces derniers mois avant que le chagrin ne la consume, des avertissements sur la cruauté d'espérer ce qui ne pourrait jamais être et la nécessité d'accepter sa condition avec grâce plutôt que de se révolter contre des vérités immuables. Pourtant, sous ces remontrances mémorisées s'agitaient d'autres souvenirs tout aussi puissants, la voix de son père parlant de courage et d'authenticité avant que les ténèbres ne l'emportent, son insistance sur le fait qu'une vie vécue dans la peur du jugement n'était pas une vie du tout, que parfois le plus grand acte de bravoure était simplement de s'autoriser à désirer ce qui semblait impossible. Un soir, alors que le crépuscule peignait les fenêtres de pourpre et d'or, Éléanore se sentit attirée par la bibliothèque où tant de choses avaient commencé, où elle avait remarqué pour la première fois la douceur inattendue du duc avec les textes anciens et son habitude de laisser des marque-pages dans les volumes auxquels il avait l'intention de revenir. Elle se déplaça dans l'espace familier, touchant des livres qu'elle avait époussetés d'innombrables fois, passant ses doigts sur les dos de livres embossés de lettres d'or, se tenant à l'endroit exact où le duc positionnait son fauteuil lorsqu'il travaillait tard dans la nuit. Et pendant un instant, elle s'autorisa à imaginer une vie différente, une vie où elle appartiendrait à cette pièce, non pas comme une servante entretenant sa splendeur, mais comme quelqu'un ayant un droit égal à sa connaissance et à sa beauté, quelqu'un qui pourrait s'asseoir à côté du duc pour discuter des idées contenues dans ces volumes plutôt que de simplement préserver les objets physiques qui les abritaient.
Le fantasme était si vif et si douloureux qu'elle n'entendit presque pas la porte s'ouvrir, manqua presque le moment où le duc entra et s'arrêta juste sur le seuil. Lorsqu'elle se tourna pour lui faire face, aucun d'eux ne parla, car les mots semblaient inadéquats pour le moment. L'air entre eux tremblait d'un désir accumulé qui s'était construit au fil des mois, à travers de petits moments et des distances prudentes, des rencontres nocturnes autour de plateaux de thé et de brefs échanges dans des jardins trempés de pluie, à travers toutes les choses qu'ils avaient ressenties mais jamais reconnues, jusqu'à cette nuit dans son bureau où il avait mis son cœur à nu et posé une question à laquelle elle ne pouvait toujours pas répondre. Et maintenant, ils se tenaient en silence, tandis que la dernière lumière s'estompait des fenêtres et que la bibliothèque se remplissait d'ombre qui adoucissait les contours de tout, transformant l'espace en quelque chose de suspendu entre la réalité et le rêve. Ou peut-être les impossibilités pourraient devenir brièvement possibles. Le duc rompit le silence qui s'était étiré entre eux dans la bibliothèque assombrie, et sa voix, lorsqu'il parla, portait une qualité de ferme résolution tempérée d'une vulnérabilité inattendue. Il dit à Éléanore qu'il avait pris une décision dans les jours qui avaient suivi leur dernière conversation, qu'il avait examiné son cœur et sa conscience, et déterminé un plan d'action qui honorait à la fois ses sentiments et sa liberté. Il expliqua avec une précision soignée qu'il ne chercherait pas à se marier avec l'une des candidates nobles que sa mère continuait de faire défiler devant lui, qu'il affronterait la fureur de la duchesse douairière, le jugement de la société et toutes les conséquences qui suivraient un tel refus. Mais il s'empressa d'ajouter qu'il ne faisait pas ce choix pour faire pression sur Éléanore ou pour la lier à lui par obligation ou culpabilité. Il voulait plutôt qu'elle sache avec une certitude absolue qu'elle n'avait pas à craindre ses attentes ni à se sentir piégée par son estime pour elle. Il s'approcha en parlant, et la lumière mourante des fenêtres attrapa les plans de son visage, révélant une expression d'une humilité si sincère qu'elle lui coupa le souffle. Il continua d'une voix qui tremblait légèrement sous le poids de ce qu'il offrait, disant que si elle souhaitait quitter le manoir d'Ashworth pour recommencer à zéro quelque part non entaché par ses sentiments compliqués, il lui fournirait d'excellentes références qui lui ouvriraient des portes n'importe où en Angleterre, et il s'assurerait qu'elle dispose de moyens suffisants pour s'établir en toute sécurité et confortablement dans la nouvelle vie qu'elle choisirait de construire. Et si, au contraire, elle souhaitait rester au manoir d'Ashworth dans sa position actuelle, il respecterait cette limite absolument et sans ressentiment, s'efforcerait de n'interagir avec elle que comme un maître avec sa servante, et n'imposerait plus jamais ses sentiments, ni ne la mettrait mal à l'aise avec une attention non désirée. Puis sa voix baissa encore, et prit une qualité qui lui serra le cœur par son mélange d'espoir et de résignation. Il dit que si, par hasard, elle pouvait envisager un avenir qui défiait les conventions et les attentes sociales, si elle pouvait imaginer construire quelque chose ensemble qui transcendait les barrières arbitraires de rang et de conditions, alors il passerait tout le temps nécessaire à la courtiser convenablement, à gagner sa confiance et son affection par une démonstration patiente de son caractère et de ses intentions. Il ne la presserait pas, ne la forcerait pas, ne supposerait rien, mais la laisserait fixer chaque limite et déterminer chaque étape de la relation qui pourrait se développer entre eux. L'humilité de cette offre toucha Éléanore plus profondément que de grands gestes romantiques n'auraient jamais pu le faire, car il n'exigeait rien, ne supposait rien, n'utilisait pas son pouvoir et sa position pour passer outre son libre arbitre. Au lieu de cela, il se rendait vulnérable, plaçait son cœur entre ses mains et lui faisait confiance pour le traiter avec soin, qu'elle choisisse de l'accepter ou de le lui rendre avec un refus doux. Et quelque chose se fissura à l'intérieur de sa poitrine, là où elle avait gardé ses propres sentiments enfermés derrière des murs de peur et d'autoprotection. Pour la première fois depuis cette nuit dans son bureau, où il lui avait demandé ce que son cœur lui dirait
si les barrières n'existaient pas. Éléanore s'autorisa à dire la vérité qui avait grandi en elle malgré toutes ses tentatives pour la déraciner. Elle lui dit, hésitante au début, puis avec une confiance croissante, qu'elle aussi avait lutté contre des sentiments qu'elle avait crus interdits et dangereux, qu'elle avait essayé de maintenir une distance appropriée et de se rappeler quotidiennement toutes les raisons pour lesquelles tout attachement entre eux était impossible, insensé et voué à n'apporter que de la douleur. Pourtant, malgré ses efforts, il avait envahi ses pensées au point qu'elle ne pouvait accomplir la tâche la plus simple sans se demander ce qu'il en penserait, ne pouvait lire un passage dans un livre sans imaginer en discuter avec lui, ne pouvait être témoin de la beauté dans les jardins ou les saisons changeantes sans souhaiter qu'il soit à ses côtés pour partager l'observation. Elle décrivit comment ces rares sourires étaient devenus des trésors qu'elle gardait en mémoire, comment elle se surprenait à écouter ses pas dans les couloirs et à synchroniser ses mouvements pour augmenter les chances de brèves rencontres qu'elle pouvait prétendre accidentelles, comment les nuits où elle lui apportait le thé étaient devenues à la fois un tourment et une joie, car être près de lui nourrissait une faim qui ne pourrait jamais être vraiment satisfaite par de si maigres miettes de connexion. Et elle admit, avec une vulnérabilité qui égalait la sienne, qu'elle avait été terrifiée non seulement par la découverte ou le renvoi, mais par ce moment même où elle devrait choisir entre la sécurité du déni et la possibilité dangereuse de reconnaître ce qui vivait dans son cœur. Et maintenant que le moment était arrivé, elle se retrouva à trembler non pas de peur, mais de quelque chose qui ressemblait remarquablement à du soulagement. Ils entamèrent une cour qui existait dans les marges de la vie ordinaire, tissée de moments volés et de conversations chuchotées qui transformèrent les espaces familiers du manoir en territoire d'intimité et de découvertes partagées. Ces premières semaines se déroulèrent comme l'ouverture prudente d'un livre rare dont les pages pourraient s'effriter si elles étaient manipulées trop brutalement. Chaque rencontre précieuse, fragile et chargée de la conscience que ce qu'ils construisaient défiait toutes les conventions qui régissaient leur monde. La bibliothèque devint leur sanctuaire aux heures les plus profondes de la nuit, lorsque la maisonnée dormait et que même les domestiques les plus vigilants avaient cédé à l'épuisement. Là, parmi les volumes reliés en cuir et l'odeur du vieux papier et des bougies de cire d'abeille, ils discutaient de tout, de la philosophie à la poésie, des traités politiques qui garnissaient les étagères du duc aux romans d'amour qu'Éléanore avouait lire en secret pendant ses brefs moments de loisir. Sébastien écoutait ses opinions avec la même attention sérieuse qu'il accordait à la correspondance du Parlement, ne rejetant jamais ses pensées comme celles d'une servante sans éducation, mais s'engageant avec ses idées comme si elles venaient d'une égale intellectuelle, ce qu'elles étaient en vérité, malgré l'insistance de la société sur le contraire. Il commença à lui enseigner le latin lors de ses sessions de minuit, sortant ses propres manuels d'enfance et la guidant à travers les déclinaisons et les conjugaisons avec une patience qui révélait à quel point il avait désiré quelqu'un avec qui partager les connaissances qu'il avait accumulées dans l'isolement. Leurs mains se frôlaient lorsqu'ils se penchaient ensemble sur des textes anciens, leurs doigts se touchant lorsqu'ils signalaient des constructions particulières ou qu'elles tournaient les pages, et ces petits contacts physiques portaient une charge qui coupait le souffle d'Éléanore et faisait monter les couleurs au teint habituellement pâle de Sébastien, preuve que le désir vivait aux côtés de la communion intellectuelle dans ce qui grandissait entre eux. Alors que le printemps s'approfondissait pour devenir le début de l'été, ils étendirent leur rencontre à des promenades dans les jardins à l'aube, avant que la maisonnée ne se réveille complètement, se déplaçant sur des sentiers encore lourds de rosée, tandis que les oiseaux annonçaient le jour naissant et que la brume s'élevait du lac d'ornement comme dans un conte de fées. Pendant ces promenades, Éléanore partagea des souvenirs de son enfance, avant que la tragédie ne frappe,
décrivant le petit domaine où elle avait grandi, avec des parents qui s'aimaient sincèrement, malgré leur mariage arrangé, se remémorant la bibliothèque de son père, modeste comparée à celle du duc, mais remplie de livres qu'il lisait vraiment, plutôt que de simplement les exposer, et le jardin de fleurs que sa mère entretenait personnellement, plutôt que de le laisser entièrement aux domestiques. Et tandis qu'elle parlait de ces choses perdues, Sébastien entendait à la fois le chagrin et l'affection dans sa voix. Comprenant qu'elle pleurait non seulement sa famille, mais aussi la version d'elle-même qui avait existé avant que la honte et la nécessité ne la transforment en quelqu'un d'invisible. À son tour, Sébastien révéla sa propre solitude avec une franchise qui les surprit tous les deux, décrivant comment il avait hérité du duché à 19 ans à la mort soudaine de son père, comment il avait été propulsé dans des responsabilités pour lesquelles son éducation coûteuse ne l'avait pas vraiment préparé, forcé de naviguer dans les intrigues politiques, de gérer de vastes propriétés et de prendre des décisions qui affectaient des centaines de personnes alors qu'il n'était encore guère plus qu'un garçon. Il parla de l'isolement qui accompagnait sa position, de la façon dont les gens le craignaient ou cherchaient à l'utiliser, mais l'approchaient rarement comme un simple être humain digne d'une véritable connexion. Eleanor comprit alors que sous son extérieur froid se cachait quelqu'un qui avait été seul bien plus longtemps qu'elle, quelqu'un qui avait construit des murs non par cruauté mais par autoprotection, et cette reconnaissance approfondit ses sentiments, les faisant passer de l'attirance à quelque chose de plus profond, un désir non seulement d'être avec lui, mais d'alléger les fardeaux qu'il portait et de partager le poids d'une vie qui avait été solitaire pendant trop longtemps. Ils découvrirent des points communs inattendus à mesure que ces conversations s'accumulaient comme des dépôts de sédiments, formant un sol solide sous leurs pieds, tous deux façonnés par la perte et la responsabilité prématurée. Tous deux en quête d'authenticité, dans un monde bâti sur la prétention et la performance, tous deux aspirant à un partenariat plutôt qu'aux relations transactionnelles que leurs positions respectives offraient généralement. Et leur connexion évolua au-delà de l'étincelle initiale de l'attirance pour devenir une amitié sincère et une communion intellectuelle, le genre de rapport qui rend le silence confortable et le désaccord productif plutôt que menaçant. Et pourtant, même si leur relation s'approfondissait et prenait les qualités d'un véritable partenariat, l'ombre des circonstances impossibles planait sur tout ce qu'ils construisaient ensemble, car quel avenir pouvaient-ils vraiment construire, alors que la société jugeait leur union impensable et que les obstacles pratiques semblaient insurmontables. Et cette question les hantait tous les deux lors des moments de bonheur particuliers, transformant la joie en une saveur douce amère, avec la conscience que s'aimer pourrait ne pas suffire à surmonter la cruauté du monde et la machine inexorable des attentes sociales qui broyait ceux qui osaient la défier. La crise arriva un matin gris de fin d'été, lorsque la duchesse douairière convoqua toute la maisonnée dans le grand salon et annonça avec un triomphe à peine dissimulé qu'elle avait obtenu des fiançailles entre son fils et Lady Constance Worthing, fille du comte de Pembroke, une union qui, selon elle, unirait deux des familles les plus distinguées d'Angleterre et assurerait l'influence politique de la lignée Ashworth pour les générations à venir. Le personnel de la maison échangea des regards surpris, tandis que Sébastien se tenait raide près des fenêtres, la mâchoire serrée et les poings fermés, et Éléanore sentit le sang quitter son visage, alors que toutes les implications s'abattaient sur elle comme une vague se brisant contre des falaises. La duchesse douairière expliqua avec une douceur sirupeuse qu'elle avait pris la liberté de tout arranger pendant la récente distraction de Sébastien, qu'elle avait négocié les termes avec Lord Pembroke, obtenu des accords concernant les propriétés et les dots, et même fixé une date pour le mariage dans 3 mois. Elle avait fait tout cela en s'appuyant sur des obligations sociales que Sébastien
ne pouvait pas facilement refuser, et en rappelant des dettes que le défunt duc avait contractées, liant ainsi son fils à certaines alliances politiques. Elle conclut en disant que l'annonce officielle paraîtrait dans les journaux de Londres dans quelques jours, et que Lady Constance et sa famille arriveraient au manoir d'Ashworth la semaine suivante pour commencer les préparatifs. Sébastien explosa d'une fureur qu'Elinor n'avait jamais vue auparavant, son sang-froid soigneusement entretenu se brisant alors qu'il fulminait contre les machinations de sa mère et exigeait de savoir comment elle osait arranger sa vie sans le consulter. Mais la duchesse douairière resta impassible et souligna froidement qu'elle en avait tout à fait le droit, en tant que sa mère, et en tant que personne qui comprenait le devoir bien mieux que lui, apparemment. Elle lui rappela que l'annonce avait déjà été rendue publique, que refuser maintenant humilierait Lady Constance, qui était entièrement innocente et avait accepté la proposition de bonne foi, que rompre des fiançailles aussi médiatisées créerait un scandale qui nuirait non seulement au nom des Ashworth, mais détruirait également la réputation et les perspectives d'une jeune femme. Et Sébastien se tut, car il savait avec une certitude écœurante que sa mère l'avait parfaitement piégé, qu'elle avait utilisé son propre sens de l'honneur et de la responsabilité comme des armes contre lui. Éléanore se tenait parmi les autres domestiques et sentait son monde s'effondrer, sentait le bonheur fragile qu'elle et Sébastien avaient construit pendant leurs moments volés s'écrouler comme des châteaux de sable devant la marée montante. Et elle comprit, avec une clarté douloureuse, que c'est ainsi que leur histoire se terminerait, non par un choix mutuel, mais par le devoir et l'obligation écrasant tout ce qu'ils avaient osé rêver possible. Cette nuit-là, elle attendit que la maisonnée dorme, puis se rendit à la bibliothèque où elle savait que Sébastien serait. Elle le trouva debout près des fenêtres, regardant l'obscurité. Lorsqu'il se tourna vers elle, son expression était si angoissée qu'elle faillit perdre sa résolution. Mais elle se força à prononcer les mots qu'elle avait répétés pendant la longue soirée, lui disant qu'elle le libérait de toute entente existant entre eux, qu'elle ne pouvait pas être la raison pour laquelle il déshonorerait ses obligations ou causerait de la peine à une femme innocente qui n'avait rien fait de mal, si ce n'est accepter une proposition qu'elle croyait sincère. Et elle dit ces choses avec autant de fermeté qu'elle le put, bien que sa voix tremblât et que des larmes coulent sur son visage. Sébastien refusa d'accepter ce sacrifice, traversa la pièce en trois enjambées, prit ses mains dans les siennes et dit avec une intensité féroce qu'il n'épouserait pas Lady Constance, qu'il ne se condamnerait pas à une vie avec quelqu'un qu'il n'aimait pas, tandis que la femme qui tenait son cœur se sacrifiait sur l'autel des convenances. Et ils commencèrent à se disputer alors, le premier vrai conflit entre eux, né non de la colère mais de l'amour, du désespoir et de la situation impossible qui les piégeait tous les deux. Elinor insistait sur le fait qu'elle ne détruirait pas sa vie ou son honneur, qu'elle ne serait pas responsable du scandale qui le suivrait pour toujours, ou de la ruine de la réputation d'une femme innocente, lui rappelant qu'il avait des responsabilités envers son nom, ses tenanciers et les alliances politiques qui soutenaient la prospérité du domaine. Mais Sébastien rétorqua qu'une vie sans elle était déjà détruite, qu'il avait vécu dans un isolement froid avant qu'elle n'apporte chaleur et sens à son existence, et qu'il ne retournerait pas à ce vide, quoique la société exigeât. Et il parla avec une telle passion qu'Éléanore sentit sa résolution vaciller, même si elle savait que sa position était la bonne moralement. Ils continuèrent ainsi, chacun essayant de sauver l'autre du sacrifice, chacun insistant sur le fait que sa propre souffrance importait moins que l'avenir de l'autre, jusqu'à ce que finalement la dispute se dissolve en larmes et qu'ils se retrouvent à se serrer l'un contre l'autre au milieu de la bibliothèque, s'accrochant l'un à l'autre comme si la proximité physique pouvait d'une manière ou d'une autre résoudre les problèmes que les mots ne pouvaient pas. Et ils restèrent là longtemps, tandis que les bougies se consumaient et que la nuit s'épaississait autour d'eux,
sachant tous deux que l'amour seul pourrait ne pas suffire à surmonter la cruauté du monde, que parfois, aimer profondément quelqu'un signifiait le laisser partir, même lorsque chaque fibre de votre être criait en signe de protestation. Et la connaissance amère que leur bonheur pourrait être impossible planait entre eux comme un spectre que ni l'un ni l'autre ne pouvait bannir. Sébastien passa les 3 jours suivants enfermé dans son bureau, dormant à peine, ne prenant ses repas que lorsque madame Dalton insistait et laissait des plateaux devant sa porte, et Éléanore accomplissait ses tâches comme un fantôme, exécutant les gestes par automatisme, tandis que son esprit restait piégé dans cette étreinte de la bibliothèque, tous deux existant dans un espace liminal entre l'espoir et le désespoir. C'est au 4e matin que Sébastien émergea, les yeux rouges de manque de sommeil mais brûlants d'une détermination féroce. Il envoya immédiatement des lettres urgentes à des avocats de Londres et commença un examen systématique des papiers de son père et des archives historiques du domaine, travaillant avec une intensité qui alarma le personnel de la maison, qui n'avait jamais vu leur maître habituellement calme dans un tel état d'énergie à peine contrôlé. Il s'était souvenu de quelque chose d'il y a des années, une conversation entendue alors qu'il avait à peine 20 ans et était nouvellement titré, des chuchotements parmi les vieux associés de son père sur le moment opportun de la disgrâce du baron Grey, sur les rivaux qui avaient considérablement bénéficié du scandale. Sébastien commença à tirer ce fil avec la minutie méthodique qu'il appliquait à tout, demandant des documents aux tribunaux et aux banques, interrogeant de vieux serviteurs qui se souvenaient des événements, engageant des enquêteurs pour retrouver des témoins qui s'étaient dispersés dans les années qui avaient suivi la chute du baron. Et pièce par pièce, il découvrit la laide vérité. Le père d'Éléanore avait été délibérément détruit par des hommes qui convoitaient ces terres modestes mais stratégiquement situées et qui avaient fabriqué des preuves de dette et d'irrégularité qui n'avaient jamais existé. La preuve se présenta sous la forme de registres falsifiés et de signatures contrefaites, du témoignage d'un commis qui avait été payé pour mentir et dont la conscience le tourmentait depuis des années, de la correspondance entre les conspirateurs que les enquêteurs de Sébastien découvrirent lors d'une vente de succession de papiers appartenant à l'un des comploteurs décédés. Armé de ces preuves, Sébastien agit avec une efficacité rapide et impitoyable pour démanteler les mensonges qui avaient détruit une famille innocente, utilisant son influence considérable pour faire réviser l'affaire par des magistrats, mobilisant ses relations politiques pour s'assurer que l'affaire reçoive l'attention nécessaire. En 6 semaines, il obtint la réhabilitation officielle du baron Grey, la restauration de l'honneur de la famille, la récupération des propriétés qui avaient été saisies et vendues, et l'établissement d'Éléanore comme héritière légitime du titre de son père et du domaine désormais restauré. Il fit tout cela sans dire à Éléanore ce qu'il tentait, en partie parce qu'il craignait l'échec et ne pouvait supporter de susciter des espoirs qui pourraient être anéantis, en partie parce qu'il voulait que le cadeau soit complet lorsqu'il le présenterait, mais surtout parce qu'il comprenait qu'il ne faisait pas cela pour la rendre son égale aux yeux de la société, car elle avait toujours été son égale de toutes les manières qui comptaient vraiment, mais plutôt pour supprimer les armes que la société utiliserait contre eux, pour éliminer les arguments sur la disparité de classe que sa mère et d'autres emploieraient pour condamner leur union. Lorsqu'il convoqua enfin Éléanore dans son bureau par un après-midi ensoleillé de septembre et lui présenta les documents prouvant l'innocence de son père et sa propre position restaurée, elle fixa les papiers un long moment, comme incapable d'en comprendre le sens. Puis les larmes vinrent, de grands sanglots déchirants pour le père mort en exil, se croyant déshonoré, pour la mère qui avait péri de chagrin et de honte, pour les années qu'Éléanore elle-même avait passées à se cacher d'une disgrâce qui n'avait jamais été méritée. Sébastien la tint dans ses bras pendant qu'elle pleurait,
Comprenant que ses larmes étaient nécessaires, qu'elle avait besoin de faire son deuil convenablement pour ce qui lui avait été volé, et de se réjouir de la justice qui arrivait trop tard pour sauver ses parents, mais à temps pour la libérer du poids d'une honte imméritée. Lorsque la tempête d'émotions se calma enfin, Sébastien prit ses deux mains dans les siennes et lui demanda comme il se doit, non pas en tant que duc à une servante, mais en tant qu'homme à une femme, si elle consentirait à être sa femme. Eleanor le regarda avec des yeux encore humides de larmes et dit oui, le dit clairement et sans hésitation. Ils s'assirent ensemble dans ce bureau où une si grande partie de leur histoire s'était déroulée, et planifièrent comment ils affronteraient les défis qui restaient, sachant que la duchesse douairière fulminerait et s'opposerait, mais serait incapable d'argumenter contre une union entre un duc et une baronne, sans se révéler, se soucier davantage de l'avantage politique que du bonheur de son fils. Il savait aussi que Lady Constance, approchée avec honnêteté et l'offre d'un règlement généreux, pourrait bien être soulagée d'échapper à un mariage avec un homme dont le cœur appartenait ailleurs. Et en effet, lorsque Sébastien rencontra Lord Pembroke et sa fille et expliqua la situation avec une franchise totale, Lady Constance surprit tout le monde en riant et en admettant qu'elle n'avait accepté les fiançailles que par devoir et qu'elle redoutait une vie enchaînée à un manoir froid et à un mari qui la regardait avec une indifférence polie. Elle souhaita bonne chance à Sébastien, accepta les arrangements financiers qu'il offrait et quitta le manoir d'Ashworth avec un soulagement évident, laissant la duchesse douairière furieuse mais vaincue, incapable d'empêcher une union que la société trouverait tout à fait appropriée entre deux personnes titrées, même si elle reconnaissait que son fils l'avait complètement déjoué et que l'équilibre du pouvoir dans la maisonnée s'était irrévocablement éloigné de son influence. 2 ans s'étaient écoulés depuis le matin d'automne où Eleanor Gray était devenue la duchesse d'Ashworth, et le manoir qui avait autrefois ressemblé à un mausolée de pierre froide et de silence encore plus froid s'était transformé en quelque chose de plus chaleureux, quelque chose qui bourdonnait d'un contentement sincère plutôt que du simple fonctionnement efficace d'un grand domaine. Par un après-midi doré de fin septembre, Éléanore se promenait dans les jardins qu'elle avait redessinés avec Sébastien à ses côtés, sa main reposant légèrement sur le gonflement de son ventre où leur premier enfant grandissait. Ils discutaient des plans pour les cottages des tenanciers qui avaient besoin de réparation avant l'hiver et de l'école qu'ils espéraient établir dans le village, parlant en véritables partenaires qui avaient appris que l'amour s'approfondit non pas par de grands gestes, mais par le choix quotidien de faire face ensemble aux défis de la vie. Les jardins étaient fleuris de roses qu'Éléanore avait sélectionnés pour leur parfum plutôt que pour leur apparence formelle, et les parterres rigides de l'époque de la duchesse douairière avaient cédé la place à des sentiers sinueux où l'on pouvait marcher, réfléchir et trouver une beauté inattendue à chaque tournant. Sébastien s'arrêta près d'un banc qu'ils avaient placé sous un chêne ancien et attira Éléanore à côté de lui, sa main couvrant la sienne dans un geste qui était devenu aussi naturel que de respirer, et elle s'appuya contre son épaule et sentit la paix profonde d'être exactement là où elle devait être. Madame d'Alton servait maintenant de conseillère la plus fiable d'Éléanore, l'ancienne gouvernante étant devenue une amie chère qui aidait à gérer la maisonnée avec la même compétence qu'elle avait toujours possédée, mais maintenant avec de la chaleur et des rires tissés dans les routines quotidiennes. Les hiérarchies rigides qui avaient autrefois défini chaque interaction s'étaient adoucies en relations fondées sur le respect mutuel, et d'anciens domestiques assistaient à des rassemblements informels dans le salon où Éléanore et Sébastien organisaient des soirées de musique et de conversation. Le manoir était devenu un lieu où la valeur se mesurait non pas par le titre ou la naissance, mais par le caractère et la gentillesse. À l'approche du soir, ils retournèrent à la bibliothèque où une si grande partie de leur histoire s'était déroulée. Sébastien installa Éléanore dans le fauteuil près de la cheminée et prit un volume de poésie qu'ils lisaient ensemble.
Sa voix remplit la pièce d'une cadence douce, tandis que la lumière du feu jouait sur les livres, les cartes et tous les objets familiers qui avaient été témoins de leur voyage de duc et servante à mari et femme. Élanor ferma les yeux, écouta, et pensa à quel point il était étrange et merveilleux que l'endroit où elle avait autrefois travaillé dans une invisibilité craintive soit devenu son sanctuaire, et que l'homme dont le comportement froid l'avait autrefois terrifiée lui lise maintenant avec une telle tendresse qu'elle pleurait parfois de la simple beauté d'être aimée. Cher auditeur, il y a des vérités dans cette histoire qui transcendent les circonstances particulières d'Élanor et Sébastian, des vérités sur la patience et le courage requis pour regarder au-delà des apparences et voir la valeur que la société obscurcit souvent. Car combien de fois rejetons-nous les gens en fonction de leur statut ou de leurs circonstances, ne parvenant pas à reconnaître qu'une profondeur et une beauté extraordinaires peuvent se cacher sous des extérieurs banals. Et combien de fois laissons-nous la peur du jugement ou des conventions nous empêcher de tendre vers une connexion authentique avec ceux que notre monde nous dit d'ignorer? L'amour d'Éléanore et Sébastien a réussi non pas parce qu'il a vaincu tous les obstacles par la seule force de la passion, mais parce qu'ils possédaient tous deux la patience de laisser leur connexion se développer naturellement, l'humilité de reconnaître leur propre vulnérabilité, et le courage de se choisir l'un l'autre malgré toutes les voies qui leur conseillaient de se rendre à l'impossibilité. Et en cela, il y a une sagesse pour nous tous, car les amours les plus transformateurs sont souvent ceux qui nous obligent à remettre en question les frontières arbitraires que la société construit, à reconnaître que la valeur ne peut être mesurée par le titre, la richesse ou la position, mais seulement par le contenu du caractère et la capacité à prendre soin sincèrement. Puissiez-vous trouver le courage de regarder au-delà des apparences et de voir clairement. Puissiez-vous avoir assez de patience pour laisser l'amour se développer en son temps, plutôt que de vous précipiter vers des conclusions. Et puissiez-vous découvrir dans des endroits inattendus les connexions qui transformeront votre vie comme Éléanore et Sébastien ont transformé la leur. Et puissiez-vous bien vous reposer ce soir, sachant que l'amour authentique, lorsqu'il est nourri avec patience et protégé avec courage, peut en effet transcender toutes les frontières que le monde dresse contre lui. Et si vous avez trouvé un sens dans cette histoire d'amour qui a fleuri dans des circonstances impossibles, veuillez vous abonner à Duchess Diaries pour plus de récits de cœur qui refusent d'être contraints par les conventions et d'âme qui se trouvent à travers toutes les divisions.